Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter de Rust et surtout dans le concept de ownership et de borrowing. Pour ça, on va aussi regarder un petit peu les pointeurs, donc vous n'avez pas besoin de les connaître en détail. Juste à savoir que des langages comme C et C++ utilisent lourdement les pointeurs. Il peut y en avoir d'autres, mais cela s'appuie essentiellement sur les pointeurs. Donc les pointeurs étaient une solution pour manipuler la mémoire de façon manuelle et laisser donc le pouvoir et le contrôle aux développeurs. Donc l'avantage, c'est que le développeur peut faire un peu ce qu'il veut avec la mémoire et il est capable de l'optimiser à fond. Le problème, c'est qu'on peut aussi avoir des problèmes au niveau de la gestion de la mémoire. Donc vu que c'est laissé entre les mains du développeur, il se peut que le développeur fasse des fausses manipulations, des fausses manœuvres et donc oublie de désallouer la mémoire qu'il a louée. Il peut aussi pointer dans des zones de l'ordinateur qu'il ne faudrait pas et donc faire cracher des choses. Donc il peut y avoir vraiment tout un tas de choses horribles qui peuvent arriver. Mais on pourrait se dire que ce genre d'erreur ne pourrait pas vraiment arriver si le développeur est expérimenté, mais parfois même dans une grande base de code, il se peut qu'on puisse faire des erreurs parce qu'on n'a pas trop fait attention à ce qu'on faisait. Donc ça peut aussi être assez dangereux. Il y a une autre solution qui a été proposée, c'est le ramasse-miettes. Alors le ramasse-miettes est utilisé dans des langages modernes, donc notamment Python, C#, R, Java et plein d'autres. L'avantage, c'est qu'on va avoir un agent spécifique qui va tourner en même temps que votre programme et qui va juste s'assurer à ce que la mémoire soit bien gérée. Donc la gestion de la mémoire n'est plus entre les mains du développeur, ce qui va permettre moins de choses à gérer. L'avantage, c'est justement qu'on a moins à penser à ce genre de choses. Mais le défaut, c'est que les programmes vont être généralement plus lents et plus difficilement optimisables. Donc c'est à prendre en compte. Donc en termes de vitesse optimisation, les pointeurs à gauche sont vraiment très bons, mais en termes de sûreté, on peut avoir des problèmes. Et c'est pareil aussi au niveau du ramasse-miettes, sauf que c'est inversé. Donc en termes de vitesse et optimisation, on est très limité parce qu'on a beaucoup moins de contrôle sur la mémoire. Mais en termes de sûreté, donc on est sûr de ne pas faire d'erreur de mémoire à ce niveau-là. Mais Rust, lui, va proposer une solution qui arrive à combiner les deux. Ici, c'est juste qu'il arrive à assurer vitesse, performance et sûreté, mais en termes comme par exemple de courbe d'apprentissage, Rust est plus difficile. Donc il sera aussi plus dur à apprendre en tant que tel. Mais donc vous voyez que ici, l'ownership et le borrowing vont permettre de meilleures performances tout en restant sûr en termes de mémoire. Donc nous allons voir ce qui se cache derrière le pouvoir de l'ownership et du borrowing. Tout simplement, il y a 3 règles à respecter que Rust fait en sorte à ce que nous puissions respecter. C'est que chaque valeur dans Rust a un propriétaire. Il n'y a qu'un seul propriétaire à la fois et quand le propriétaire sort de son scope ou donc sort de son contexte, la valeur est jetée. Donc la 3 paraît un peu bizarre. La première et la deuxième ont l'air d'être pareilles, mais ce n'est pas vraiment le cas. Regardons ceci. Pour le premier cas, chaque valeur dans Rust a un propriétaire. Il faut juste imaginer que nous avons des variables que nous définissons donc avec un nom. Ça peut être comme par exemple une variable jour de la semaine, mais comme valeur une chaîne de caractères qui dit mardi. Donc nous avons vraiment une distinction entre une variable et une valeur. Dans ce cadre-là, on peut dire que la variable, si elle est liée directement à la valeur, elle est directement son propriétaire. Dans des langages comme C, donc là on peut utiliser des pointeurs. En fait, un pointeur peut être vu comme une sorte de feuille qui va donner l'adresse de la vraie valeur. Donc ici, la variable 1 va directement toucher la vraie valeur, mais la variable 2, elle va avoir en fait comme lien un pointeur qui va pointer vers la vraie valeur. Donc la variable 1, on peut dire qu'elle est proprio, alors que la variable 2 n'est pas vraiment, c'est plutôt une sorte de référence. Dans Python, en fait, on peut avoir aussi plusieurs variables qu'on pourrait dire copropriétaires qui vont pointer sur une même valeur. Alors, il faut voir aussi la deuxième règle qui dit il n'y a qu'un propriétaire à la fois. Donc, dans Rust, il n'y a seulement qu'un seul propriétaire à la fois. C'est pour ça que l'exemple avec Python ne va pas marcher parce que dans Rust, il est impossible d'avoir 2 variables qui pointent
directement sur la même valeur en même temps. Pour illustrer justement ce cas-ci, je vais juste écrire un mini-programme. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une première variable et une deuxième variable. Cette deuxième variable va justement pointer sur la variable 1, donc sa valeur, et on va essayer d'afficher la variable numéro 1. Quand j'essaie d'exécuter le code, là, bon, j'ai un petit warning, mais on voit que nous avons une erreur parce que on essaye d'attraper une valeur qui a été bougée. Donc, on pourra voir justement ce qui concerne les valeurs et les variables bougées. Donc, on a dit que dans Rust, on ne peut pas avoir plus d'un seul propriétaire à la fois. Donc, ce qui s'est passé dans notre cas, c'est que nous avions créé la variable 1. Mais après, quand nous avons décidé de créer la variable 2, alors la variable 1 a dû laisser ou céder sa place, et donc laissant la variable 2 comme étant le seul propriétaire de la valeur. Après, on pourrait se demander, en fait, mais alors comment faire pour qu'on puisse avoir plusieurs variables qui pointent sur la même valeur? À partir de là, c'est là où on entre dans le concept d'emprunt, de borrowing. C'est parce que on peut revenir dans un cas qui était un peu similaire. Donc, lorsque on regarde le cas de C avec un pointeur, c'est juste que là, nous allons avoir la variable 2 qui va être une référence. Alors, pour faire en sorte à ce que le code marche, il suffit juste en fait de revenir dans le cas où nous arrivons dans la variable 1 et en fait nous allons faire un emprunt en faisant une référence. C'est-à-dire que nous ne prenons pas directement la valeur, parce que si nous essayons de prendre la valeur, celle-ci va être bougée, mais si on dit que nous faisons un emprunt, ça veut dire que nous ne touchons pas directement la valeur. Donc variable 2 ne va pas être le propriétaire de variable 1, par contre variable 2 va quand même pouvoir avoir accès à la variable. Donc il suffit juste de faire ceci donc en affichant, et donc vous voyez que là on a juste le warning de tout à l'heure et que la variable 1 a pu être affichée parce qu'elle garde quand même la valeur vecteur de 7. Donc on peut dire que Rust permet d'avoir simplement un seul propriétaire, mais on pourra aussi avoir plusieurs personnes qui seront capables de pouvoir emprunter la valeur. Donc on peut avoir autant de références qu'on veut. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc une référence, c'est comme une sorte de pointeur sur la valeur. Maintenant, en passant à la règle numéro 3, donc quand le propriétaire sort de son scope ou sort de son contexte, la valeur est jetée. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous sortons d'un contexte, donc ça peut être une fonction, ça peut être une expression, ça peut être justement ce genre de choses, en fait, la variable ou la valeur peuvent disparaître. On peut regarder le cas comme par exemple de C#, qui lui est un langage qui utilise le ramasse-miettes. Donc quand la variable disparaît, donc on peut sortir du champ d'une fonction, comme par exemple, la valeur, elle n'est pas forcément sûre d'avoir disparu. Donc il faudra attendre le ramasse-miettes qui à un moment doit stopper le programme. Ça peut être pendant un petit laps de temps, mais qui peut ralentir le programme. Et à cause de ça, donc c'est là où la valeur elle est prise, mais à cause de ça, c'est là où on peut aussi avoir le ralentissement. Dans le cas de Rust, lorsque la variable est supprimée, donc la valeur en elle-même aussi est supprimée. Un autre cas qui peut illustrer ça, c'est que là, j'ai défini un champ, donc un contexte qui débute à la ligne 4 et finit à la ligne 6. Et donc ici, j'ai défini la variable 2 dedans. Si j'essaye d'exécuter ça, donc vous voyez que j'ai une erreur parce qu'on essaie d'accéder à quelque chose qui n'existe plus parce que la variable 2 va mourir entre la ligne 5 et la ligne 6. Donc si je veux pouvoir afficher la variable 2, il va falloir que je mette le print à l'intérieur ou que en fait je fasse en sorte à ce que la variable 2 existe en dehors de ce champ. Bon, après, il y aura encore quelques histoires de shadowing et tout, donc ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas réellement exister. Parce que si je fais un let variable 2 et que je mets égal à 10 notamment, lorsque je vais essayer d'afficher la variable 2, donc il va m'afficher 10, parce que ici, la variable 2 va être temporairement le remplaçant de cette variable 2, mais ce remplaçant donc va mourir en dehors du champ. Donc il faut vraiment faire attention lorsque on sort d'un contexte ici, donc ça peut être une expression,
mais ça peut aussi être une fonction, donc ce serait fn et trucs, mais ce serait en dehors de main. Donc ça marcherait tout autant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose. S'il y a des choses qui sont claires ou pas claires, n'hésitez pas aussi à le mettre dans la section commentaires juste en dessous. Nous aurons aussi l'occasion de pouvoir mettre le lien Discord avec aussi une section spéciale Rust. Là, vous pourrez aussi poser vos questions. Ce qu'on pourra faire aussi dans la suite, c'est que je continuerai aussi à sortir du contenu sur Rust, donc sur d'autres sujets, parce qu'il y a quelques thématiques qui peuvent être assez intéressantes. Et si c'est votre première fois sur la vidéo, donc n'hésitez pas à pouvoir mettre un pouce bleu, à pouvoir partager, à pouvoir aussi vous abonner si vous n'êtes pas non plus abonné dedans. Donc n'hésitez pas à pouvoir participer un maximum dans ces vidéos-là parce que ça nous aide beaucoup, ça nous montre que ce que nous faisons, ça vous intéresse, ça peut vous apporter de la valeur, donc n'hésitez pas à le faire. Donc d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.